Avant de développer Prédis, il nous faut revenir sur les politiques de santé annoncées le 18 septembre 2018 par Emmanuel Macron et Agnès Buzyn, ministre de la Santé de l'époque. À cette date est présenté le plan Ma Santé 2022. Il a pour objectif de repenser notre système de santé afin de garantir à chaque citoyen des soins de qualité. Ma Santé 2022 se veut être un engagement collectif. Il vise à adapter notre système de santé à l'évolution de nos besoins, de nos approches en matière de soins ou encore aux attentes des professionnels de santé. Plusieurs facteurs tels que le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, les progrès techniques, les nouvelles thérapeutiques ou encore l'entrée en numérique nous obligent à faire évoluer notre système. Les nouvelles synergies doivent prendre forme entre tous les professionnels, le modèle de financement et les formations doivent être revus, mieux prendre en compte les impératifs de coopération entre les métiers et ceux de la qualité des soins, et cela grâce à 9 chantiers et un projet de loi. La stratégie Ma Santé 2022 s'appuie sur 9 grands chantiers. La structuration territoriale des soins, l'adaptation des formations professionnelles, la gradation des soins et l'évolution des groupements hospitaliers de territoire, l'évolution des compétences managériales, la régulation et les soins non programmés, la diversification des conditions d'exercice et des parcours professionnels, la qualité et la pertinence des soins, le numérique en santé et le financement et la tarification. Le chantier que nous allons détailler au cours de cette vidéo est le numérique en santé, qui intègre le développement de l'outil Prédis. Le 5 septembre 2019 a débuté à Lille le Tour de France de l'e-santé. C'est à ce moment que le projet Prédis est présenté. Mais qu'est-ce que Prédis ? Le numérique en santé, inscrit dans la feuille de route nationale, est un enjeu majeur pour la région Hauts-de-France. Professionnels de santé comme usagers doivent pouvoir interagir au mieux. En créant le programme Prédis, les professionnels et les usagers du système de santé de la région répondent à ce besoin tout en s'alignant avec la stratégie nationale. Ce bouquet de services e-santé se structure autour de 3 piliers. L'accès à l'offre de soins via la télémédecine, même dans les territoires les plus isolés. Le renforcement de la coordination au bénéfice du patient. La mise en relation entre professionnels de santé et usagers. Autant d'atouts pour améliorer la prévention, la prise en charge des usagers et faciliter les pratiques quotidiennes. En juin 2019, l'ouverture du service de téléconsultation permet aux usagers de consulter un médecin à distance dans le respect du parcours de santé. Certains résidents en EHPAD sont déjà concernés. D'ici octobre 2019, les usagers auront accès aux services de téléconsultation au sein des structures sanitaires de proximité ainsi qu'à leur domicile. Dès décembre 2019, en tant que professionnel de santé, vous pourrez partager et échanger de l'information autour de votre patient avec vos confrères via le portail professionnel. Début 2020, les usagers pourront, via le portail grand public, prendre rendez-vous en ligne et accéder à leur dossier de coordination venant en complémentarité du dossier médical partagé. Dans le même temps, les téléconsultations accompagnées d'un professionnel seront élargies à de nouveaux lieux tels que les pharmacies et les cabinets infirmiers. Côté professionnel de santé, le service de téléexpertise sera ouvert. Il vous permettra de faciliter l'accès à l'avis d'un spécialiste pour votre patient. Enfin, au 3e trimestre 2020, le service de coordination des parcours de situation, simple ou complexe, ouvrira et vous facilitera l'organisation des soins autour de l'usager. Ce programme ambitieux, piloté par l'ARS Hauts-de-France et l'ensemble des partenaires de la santé régionaux, mobilise et fédère tous les acteurs de la région et nous les remercions. Ensemble, au sein de notre région, nous ferons de Prédis le bouquet de services numériques incontournables de la santé de demain, dès aujourd'hui. Les chiffres concernant l'utilisation de Prédis au 5 février 2021 sont les suivants. 9000 comptes utilisateurs usagers ont été créés, dont 2000 comptes de professionnels libéraux. 150 000 téléconsultations ont été réalisées. 2589 paiements en ligne suite aux télésoins. 10 000 rendez-vous pour dépistage PCR
Et si nous prenons en compte l'évolution de la situation actuelle, nous imaginons que le chiffre a déjà bien évolué. 200 000 documents enregistrés via le dossier de coordination et pour finir, 40 000 imageries médicales enregistrées. Afin de compléter les données sur l'outil Prédis, nous avons étudié le terrain grâce à notre réseau de professionnels de santé des Hauts-de-France. Nous avons proposé un questionnaire en ligne et récolté 80 réponses qui nous permettent de vous présenter les chiffres qui vont suivre. Les répondants sont répartis en 3 catégories. 48% sont salariés du secteur public, 15% salariés du secteur privé et 37% libéraux. 57% ont une fonction médicale et 43% une fonction paramédicale. Les professionnels de santé interrogés connaissent Prédis à 46%. Parmi les 80 professionnels de santé qui ont répondu à notre étude, 46% connaissent Prédis et parmi ceux qui connaissent l'outil, ils sont 43% à l'utiliser ou à l'avoir utilisé. La part des utilisateurs qui utilisent toujours Prédis sont satisfaits à 100% de l'outil et soulignent la rapidité, l'efficacité, la sécurité et la gratuité de l'outil. Parmi les 80 professionnels de santé interrogés, 54% ne connaissent pas Prédis. Nous avons trouvé intéressant d'avoir leur avis sur l'utilité du déploiement d'un dossier médical partagé. 93% d'entre eux seraient intéressés par la mise en place de cette solution et cela faciliterait leur activité professionnelle. On peut alors en déduire un manque de communication, étant donné que le dossier médical partagé fait partie de la composition de l'outil Prédis. 57% des professionnels de santé interrogés connaissent Prédis mais ne l'utilisent pas. 87,5% estiment que l'outil n'est pas adapté à leur activité professionnelle et les autres suite à des problèmes techniques. Une large majorité, 69% d'entre eux, ont une activité médicale et le restant une activité paramédicale. Nous nous sommes intéressés au déploiement de l'outil auprès des acteurs du secteur médico-social de la région Hauts-de-France. Pour cela, nous avons rencontré Madame Marine Réquillard, membre du collectif SI Médico-Social Hauts-de-France. Pouvez-vous nous présenter ce collectif et nous expliquer quelles ont été ses contributions dans le développement du projet Prédis? Alors, le collectif SI Médico-Social Hauts-de-France, c'est en fait une alliance informelle qui réunit 7 fédérations du secteur médico-social sur la région Hauts-de-France. Alors, cette fédération, qui sont ces 7 fédérations? L'ADMR, l'EXEM, l'INUNA, le CINERPA, l'URIOPS, la FEAP et la FHF. Donc, cette fédération qui couvre du coup, vous le voyez, le secteur personnes âgées comme le secteur personnes en situation de handicap et la prise en charge en établissement comme le domicile. Alors, on s'est retrouvés en fait dans une instance de concertation assez large qui réunissait à la fois le secteur sanitaire hospitalier, libéral, et puis également le secteur médico-social, et avec des gros enjeux qui, pour un certain nombre, nous dépassaient. Donc assez rapidement, a été ressenti parmi les représentants des fédérations la nécessité de se concerter en amont afin de pouvoir bien poser les enjeux des différentes questions, sujets qui nous étaient posés et de pouvoir du coup afficher une position du secteur. Alors au final, les fonctions, vous allez me dire concrètement de quoi ils retournent, qu'est-ce que l'on produit. La première fonction, c'est une fonction de représentation. Donc représentation du secteur et de contribution, notamment dans l'élaboration du programme régional Prédis. Donc ça veut dire qu'on participe à la différentes comitologies, les différentes instances, que ce soit de pilotage, de coordination, et également les différents groupes de travail qui avaient été réunis pour poser les bases de ce programme, de cette plateforme de services e-santé. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes partenaires au même titre que les différents autres acteurs du secteur dans l'élaboration de cette plateforme régionale. Donc, une dimension représentation contribution, alors importante parce que à l'origine c'est un projet qui est issu du secteur hospitalier, qui doit permettre l'ouverture vers la médecine libérale
Et le secteur médico-social étant acteur à part entière des parcours de soins, il était important que les différents services déployés, développés, puissent aussi satisfaire aux besoins du secteur et que le secteur puisse aussi s'en saisir. Alors, on a réalisé également, avec l'appui de l'Agence nationale d'appui à la performance, un outil d'autodiagnostic qui nous a permis à la fois de conforter les éléments d'état des lieux partagés avec l'ARS au premier semestre 2019, mais également qui nous permet de projeter l'évolution des différentes actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre là dans les prochains mois, les prochaines années. Autre partie également importante, c'est la contribution du secteur dans tous les groupes de travail qui sont programmés au niveau national, puisqu'il y a énormément d'enjeux et énormément d'actions qui se passent au jour d'aujourd'hui autour de la feuille de route du numérique en santé, de la trajectoire adaptée au secteur médico-social, et donc forcément on fait partie des acteurs qui contribuent à ces différents travaux. Quels sont les différents éléments permettant d'accompagner les acteurs associatifs et médico-sociaux dans le déploiement de ce projet? Alors, l'accompagnement, il va être à différentes dimensions. On a un premier stade que j'évoquais tout à l'heure, c'est accéder à l'information. Il faut bien pour déclencher un mouvement, il faut que les décideurs, que les professionnels SI, que les métiers soient informés de ces différents enjeux, de ces différents changements, des échéances. Donc, premier niveau, accès à l'information. Au niveau du collectif, on le fait, mais on n'est pas les seuls, à le faire. L'acculturation, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a acquis un premier niveau d'information, il faut pouvoir avoir un minimum de socle de connaissances. Et puis après, il y a une montée en maturité des organismes gestionnaires. Donc la montée en maturité, c'est sans doute par l'échange d'expériences entre les uns et les autres, faciliter l'entraide entre les différents organismes gestionnaires. Certains sont bien dotés en ressources, certains ont déjà un capital de connaissances, d'expériences qui pourraient profiter aux autres. Et puis, ça va passer aussi par les coopérations. Et si je prends le critère coopération dans l'appel à projet DUI, dans le cadre des projets de déploiement, c'est un critère fort pour envisager le déploiement de ce type d'outils dans les organisations. Voilà. Donc, forcément, il va y avoir un gros enjeu à accompagner et à stimuler la mise en lien, les coopérations qui pourront prendre des formes différentes en fonction des singularités de situation. Soit des conventions de partenariat, soit aller sur des coopérations un petit peu plus structurées, pourquoi pas des groupements. Et puis, il va y avoir aussi l'accompagnement, c'est la question du capital humain, en fait. Alors, sur les fonctions SI, il est évident que il va falloir pouvoir réussir à pousser et à accueillir des compétences nouvelles dans le secteur. Donc ça pose la question de l'attractivité du secteur sur ces profils de compétences. C'est tout ce qui relève de la formation initiale, parce que il faut pouvoir toucher au référentiel de formation initiale et pouvoir intégrer un socle de connaissances minimales sur le numérique et plus particulièrement le numérique en santé. C'est le développement d'une offre de formation professionnelle continue également pour les professionnels qui sont déjà en poste. Et puis également, c'est inventer, imaginer des fonctions partagées. Voilà. Alors ça, sur l'approche pilotage, développement, mise en œuvre de projets SI. Et puis après, il y a des usages, donc, puisqu'il y a les utilisateurs. Et dans les utilisateurs, il y a les professionnels eux-mêmes, voilà, avec
une maturité qui peut être très différente par rapport au numérique et par rapport à l'usage de l'outil informatique. Et puis il y a finalement les principaux concernés qui sont les usagers eux-mêmes du système de santé. Et il y a un très très gros enjeu à ce que le DMP versus espace numérique de santé demain soit un outil avant tout utile à la personne elle-même. Voilà. Il y a un intérêt majeur à ce que du coup tous ces outils-là qui sont mis à disposition leur profitent et leur permettent d'être acteurs premiers de leur propre parcours de santé. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels de santé pour comprendre comment Prédis a été intégré sur le terrain. Bonjour, je suis le docteur Julie Lefebvre. Je suis médecin généraliste sur Halluin, donc une commune du Nord. Bonjour, donc moi je suis le docteur Agathe Ouzé-Lolnois. Je suis praticien hospitalier depuis 2011 et également maître de conférences universitaires à l'Institut catholique de Lille au sein de la faculté de médecine et de maïeutique. Et donc je suis gynécologue obstétricien mais est plus en charge de l'obstétrique, donc tout ce qui est soins aux femmes enceintes et aux mères. Nous sommes donc dans un établissement hospitalier de type 2B, donc l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul prend en charge donc toutes les femmes enceintes et au niveau de la pédiatrie, de façon plus spécifique, à partir de 29 semaines d'aménorrhée, soit à peu près 6 mois et demi, jusqu'à leur accouchement. Nous avons une activité annuelle autour de 1900 à 2000 accouchements par an. Et nous travaillons au sein du réseau de périnatalité Auréane, qui est maintenant le nouveau réseau de périnatalité qui englobe le réseau en Ombrelle, le réseau d'Artois et donc tout ce qui est également le Valenciennois et la côte du Nord, la côte d'Opale. Docteur Lefebvre, comment avez-vous connu Prédis et pourquoi l'avez-vous choisi ? J'ai donc connu le service Prédis début 2020 au moment de la crise du Covid. Je l'ai connu via des mails qui étaient envoyés via l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, qui à l'époque, encore actuellement, nous aidait à gérer la crise du Covid et nous ont donc proposé des systèmes de téléconsultation, dont Prédis, système validé par l'ARS, que j'ai donc utilisé à ce moment-là, donc depuis mars 2020. Donc, au début de la crise du Covid, on nous a proposé plusieurs services de téléconsultation à mettre en place assez rapidement pour proposer une autre offre de soins de consultation aux patients. J'ai choisi Prédis car il avait été proposé donc, par l'URPS et que ce service était validé par l'ARS. Donc il semblait fiable, valide et en plus rapide à mettre en place. En effet, il y avait une mise en main très rapide de l'outil informatique. Dans quel cadre l'avez-vous utilisé ? J'ai utilisé Prédis au moment de la crise sanitaire du Covid, initialement uniquement pour les téléconsultations liées au Covid, et par la suite élargi à des patients qui consultaient pour d'autres motifs que le Covid. On a invité rapidement au moment de la crise du Covid les gens à rester chez eux pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Il fallait pouvoir assurer une continuité de soins aux patients, à la fois pour les patients qui étaient malades, mais aussi pour nos patients chroniques. Et aussi pour les gens inquiets, notamment à l'époque. Et en effet, un système de téléconsultation semblait un peu évident à mettre en place rapidement pour pouvoir assurer cette continuité de soins. Alors, j'ai utilisé Prédis dans deux situations, soit de mon propre chef dans des situations pour lesquelles je pense qu'une téléconsultation suffisait, soit à la demande des patients. Patients qui étaient contents de cette offre, car ils ne souhaitaient pas à l'époque venir au cabinet médical, venir en présentiel. Je n'ai pas utilisé Prédis en EHPAD. Je pense que, par contre, là, je vais peut-être revenir à une utilisation de cet outil en EHPAD. Il y avait déjà des projets qui étaient pilotés au sein des EHPAD dans lesquels j'interviens pour développer la téléconsultation. Donc c'est un des volets dont on doit creuser un petit peu plus le sujet. Au sein de notre cabinet de groupe, nous avons tous utilisé Prédis pour les mêmes raisons au début. Ça a été rapidement mis en place, ça a été efficace, ça a été pratique. Et aujourd'hui, l'utilisez-vous encore ?
Je n'utilise plus Prédis. Progressivement, l'utilisation s'est fait moindre au fur et à mesure des semaines. On a eu le temps de mettre en place des mesures préventives sanitaires au sein des cabinets médicaux pour rassurer nos patients, aussi pour les protéger, que ce soit nos patients et l'équipe médicale, en respectant des gestes barrières, en mettant tout en place pour qu'il n'y ait pas de transmission au sein des cabinets médicaux. Avez-vous connaissance des autres outils développés par Prédis ? J'ai utilisé l'outil Prédis uniquement sur son versant téléconsultation, car dans une situation d'urgence comme l'était la crise du Covid, on nous proposait un outil utile de téléconsultation. Je ne savais pas, j'ai pas cherché l'information et je n'ai pas souvenir d'avoir été informée qu'il existait d'autres outils intéressants à l'outil Prédis, notamment le DMP et les prises de rendez-vous en ligne. Que pensez-vous du dossier médical partagé ? Alors le dossier médical partagé, je pense que c'est un outil qui a de l'avenir, qui peut rendre service à la fois aux patients, aux différents praticiens qui prennent en charge les patients. Ça facilite vraiment le flux d'informations, notamment pour nous praticiens, avoir une information rapide, sûre, cohérente entre les spécialistes, les paramédicaux, quelque chose de sécurisé en plus. Docteur Osée de l'Aulnoy, avez-vous un projet de service en lien avec l'informatisation du dossier patient ? Donc nous, au sein de l'hôpital Saint-Vincent, nous avons à cœur à mettre en place le dossier informatisé. Et donc c'est vrai que depuis 2011, nous avons un système de logiciel informatisé, de dossier patient informatisé de type Tracker qui permet le suivi des femmes qui sont hospitalisées dans le service de grossesse pathologique et lors de leur séjour d'accouchement et du postpartum immédiat jusqu'aux 7 premiers jours de l'accouchement. Effectivement, nous n'avons pas mis en place de dossier patient informatisé pour les consultations prénatales. Comment avez-vous initié le projet Prédis à la maternité Saint-Vincent-de-Paul ? Eh bien, au sein de l'Agence régionale de la santé, nous avons été sollicités via les réseaux de périnatalité et le réseau régional où il y a des réunions mensuelles, de participer donc au dossier patient informatisé de type régional. Et effectivement, ayant un projet de service qui est en lien et voulant être acteur de ce projet, eh bien, j'ai sollicité l'agence régionale pour participer à ce projet Prédis. Quel est le support actuel du dossier périnatal partagé ? Donc actuellement, le dossier de maternité, c'est un dossier papier qui est la propriété de la patiente, donc de la femme enceinte, qui est ouvert le plus souvent au premier trimestre, donc dans les premiers mois, à la déclaration de la grossesse, c'est-à-dire à la fin du premier trimestre, lorsqu'on a vérifié à l'échographie que le fœtus était en bonne santé. Et donc souvent, c'est le médecin traitant de la patiente qui va ouvrir ce dossier et en fait, tous les intervenants vont pouvoir, à chaque rendez-vous, inscrire les données de la patiente. Donc, de manière standard, la femme enceinte a 3 échographies pendant la grossesse et 7 consultations prénatales. Elle est suivie habituellement en cas de grossesse physiologique, donc sans particularité. Elle peut être suivie par sa sage-femme ou alors par un médecin traitant, voire son gynécologue de ville habituel. Après, ça dépend des organisations. Ces patientes, ces femmes enceintes qui n'ont pas de pathologie particulière peuvent également, selon l'organisation des maternités, être suivies par la maternité elle-même. Et puis, concernant les patientes qui ont des grossesses pathologiques ou des antécédents particuliers, eh bien, elles sont plus souvent adressées à leur maternité pour être suivies de manière plus rapprochée. Donc, ce dossier peut être, qui est avec la patiente, peut être rempli lors de ses visites avec la sage-femme, avec son médecin traitant, avec son gynécologue, avec les échographistes. Quelle serait la valeur ajoutée du projet Prédis pour votre secteur d'activité ? L'idéal étant qu'il n'y ait aucune modification, mais plutôt des améliorations, en fait.
on veut au moins avoir les informations qu'on a dans le dossier partagé. Donc il faut retrouver ces dossiers, les données papier au moins de la même manière dans le dossier informatisé. L'idéal, en fait, la valeur ajoutée de ce dossier informatisé, c'est bien d'améliorer notre suivi et la prise en charge de nos patientes en pouvant stocker de manière informatisée, sans perte d'informations, ni par le médecin traitant, ou les différents intervenants, ni par la patiente. Donc il faut qu'on retrouve au moins toutes les données, mais l'idéal étant vraiment de pouvoir, grâce à ce projet, avoir l'accès à ces données de manière plus globale et plus complète. Quels ont été les éléments de construction du dossier périnatal partagé ? Eh bien, alors, ce qui est idéal, c'est de pouvoir avoir... Alors, il y a, pour la prise en charge des dames, il y a beaucoup de données qui nous intéressent. Donc, il y a déjà les données administratives de la future mère et de son coparent. Il y a les données d'antécédents médicaux, chirurgicaux, obstétricaux et familiaux. Également les données biométriques, donc taille, poids, indice de masse corporelle. Et puis ensuite, il y a toutes les données cliniques. Donc à chaque consultation, on demandera certaines données, savoir par exemple si la patiente présente des contractions utérines, des douleurs abdominales, une éventuelle perte de liquide amniotique ou des saignements. Il y a aussi les données du col et des données de tension artérielle. Par la suite, il y a également tout un chapitre de données obstétricales, radiologiques. Donc, il y a des échographies. Donc, je vous ai dit 3 échographies habituelles. Et on peut rajouter des échographies de biométrie dans le cadre des surveillances pour le poids du bébé ou des pathologies soit maternelles, soit du fœtus lui-même en diagnostic anténatal. Et donc on peut avoir jusqu'à une échographie par mois, voire parfois tous les 15 jours. Donc ces mesures échographiques, eh bien, on pourrait avoir et la courbe de croissance de l'enfant et également la surveillance de pathologies, donc de maladies de l'enfant en cours de grossesse. Donc il y a ces données cliniques, ces données échographiques, mais on a également des données biologiques, donc à laquelle la patiente, par exemple, peut avoir des prises de sang tous les mois, par exemple chez les patientes qui ne sont pas immunisées pour la toxoplasmose, qui entraîne des maladies chez le nouveau-né, surtout cérébrales et oculaires. Eh bien, en France, il est recommandé de faire cette sérologie donc, de la toxoplasmose tous les mois. Et donc, on pourrait avoir, grâce à notre dossier patient, eh bien, l'évolutivité sur un diagramme des différents anticorps et puis une surveillance sur un diagramme de toutes les sérologies, la surveillance de l'hémoglobine, la surveillance des plaquettes. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est de pouvoir l'avoir sur un diagramme de manière mensuelle ou parfois hebdomadaire pour certaines maladies. Quelle a été la méthodologie de construction ? Eh bien, donc, pour ce projet Prédis, l'ARS nous a sollicité différentes maternités pour pouvoir construire vraiment un projet commun et aboutir à un dossier patient donc informatisé commun. Et plus il est fait, je pense, en amont avec les maternités et les utilisateurs, plus ce dossier sera accepté pour la prise en charge ultérieure des différents intervenants. Quels moyens techniques avez-vous utilisés ? Donc, par quels moyens techniques nous avons accès à ce projet Prédis ? Eh bien, donc, l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, nous a sollicité et, grâce à une subvention financière de l'Europe, a mis ce projet en place. Donc, par quels moyens techniques ? Eh bien, nous avons, au début, en fait, avant la crise sanitaire, il y avait des projets qui étaient, des réunions qui étaient organisées
avec différents intervenants. Donc en fait, les différents intervenants étaient regroupés selon leur spécialité et selon le type d'atelier, puisqu'on n'a pas... on a fait des ateliers différents selon les besoins, en fait. Donc il y a toute la partie de grossesse en cours, de période de l'accouchement, les périodes du postpartum, les périodes aussi... Alors, en fait, il faut bien comprendre également que c'est une problématique du couple mère-enfant. Et donc, ça prend en compte et la mère et le futur enfant. Avec une idée vraiment principale aussi de ce projet, c'est la recherche des vulnérabilités pour pouvoir dépister et aider les futures mères en difficulté, que ce soit difficultés sociales, psychologiques, pour pouvoir ensuite détecter les familles et les enfants qui nécessiteraient une prise en charge précoce et multidisciplinaire. Donc d'un point de vue également technique, à cause de la crise sanitaire, eh bien, ils ont mis en place des ateliers par visioconférence et donc ont envoyé à chaque maternité le rétro-planning, donc avec les différentes dates de visioconférence associées aux items sélectionnés. Et effectivement, nous, par exemple, dans notre maternité, certains professionnels, par exemple de pédiatrie, ont pris en charge plutôt tout ce qui était prématurité, donc accouchement avant le terme, prise en charge des enfants vulnérables. Moi, j'ai pris plus volontiers le dossier de l'accouchement, de la surveillance du travail et des suites de couches immédiates. Et puis, par exemple, j'ai une collègue qui, elle, a fait plutôt le diagnostic anténatal. Comment se sont déroulés les ateliers de construction ? Donc les ateliers étaient parfois assez longs puisque tout le monde avait son petit mot à dire. C'est pas forcément. Et puis tout le monde a aussi sa propre organisation et ses propres attentes. Et c'est vrai que ça pouvait différer entre certaines maternités. Donc tout le monde en fait toutes les maternités, celles qui participaient en tout cas, voulaient avoir au moins aussi bien que ce qu'ils avaient. Donc répondre à toutes ces demandes n'est pas du tout évident parce qu'il y avait vraiment un nombre très très important et qui était parfois très détaillé. Donc la personne qui était en charge donc de piloter en fait les ateliers notait sur une feuille Excel toutes les attentes demandées et puis ensuite il y avait un processus de relecture qui était réalisé et de standardisation des attentes et des réponses qui prenait un certain temps. Ensuite, ce pilote renvoyait à tous les participants le compte-rendu avec les attentes, les réponses, et on devait corriger ces comptes-rendus en soit faisant une correction, soit en rajoutant des choses qu'on avait peut-être encore oubliées. Et donc tous ces participants ont renvoyé des fiches de correction au pilote qui devait encore une fois mettre en commun toutes ces attentes et valider la grille de relecture. Pour ça, pour les différents ateliers qui étaient il y avait quand même une dizaine d'ateliers avec plusieurs parties parfois qui pouvaient aller de la biologie standard et parfois en fait quand on va dans l'exhaustivité, effectivement, ça pouvait être vraiment un travail énorme. Y aura-t-il des mesures de protection vis-à-vis du piratage numérique ? J'espère bien. Normalement, oui. Alors après, ça, c'est Maincare qui doit gérer la sécurité et puis également les différents hôpitaux qui, avec leur service d'information médicale, doivent faire attention aux cyberattaques. La téléconsultation en obstétrique a-t-elle une pertinence ? Alors, la téléconsultation dans le domaine de l'obstétrique n'est pas obsolète, n'est pas une erreur.
surtout quand on voit les conditions sanitaires où l'accès aux soins n'est pas forcément évident. Une téléconsultation, alors parce que dans le domaine de l'obstétrique, eh bien, on peut avoir des consultations autres que forcément obstétricales, hein, des consultations de pédopsie, des consultations de diabéto, où là, l'examen clinique n'est pas forcément obligatoire. Après, il y a aussi des systèmes maintenant de téléconsultation ou de consultation à distance, où par exemple, la sage-femme pourrait très bien venir au domicile, faire la prise de tension, vérifier l'analyse, les mouvements actifs de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut que la patiente ait une bonne tension artérielle, qu'elle sente bien son bébé bouger. Parfois, on peut mesurer la hauteur du ventre pour s'assurer que l'enfant grossisse correctement, et ça pourrait très bien être une téléconsultation aidée par soit une sage-femme ou soit le médecin traitant. La crise de la Covid-19 a précipité et accéléré le déploiement de l'outil Prédis. Cela a permis d'assurer une continuité du parcours de santé et de soins. Que ce soit du côté des professionnels ou des usagers, il a fallu s'adapter à cet outil encore peu connu. Avec les témoignages de professionnels, nous nous sommes intéressés aux ressentis des usagers patients grâce au regard d'un représentant des usagers. Et du côté des patients, quel est leur ressenti face au dossier médical partagé? De toute façon, je pense qu'elles vont avoir une information écrite et elles seront informées de la mise en place de ces données. Après, à qui appartiennent ces données? Eh bien, elles vont pouvoir éventuellement en effacer une certaine partie, mais il y a des dossiers, par exemple, si on n'a plus le dossier d'accouchement, elle va pas pouvoir annuler ces dossiers d'accouchement et de travail, puisque ces données sont archivées presque parfois 20 ans après la majorité de l'enfant. Donc, elle va pouvoir accéder à ces données dans un certain cadre. Effectivement, au niveau légal qu'il faudra s'assurer, mais il y a effectivement toute une partie de paramétrage des éditions et qui a accès à ces données qui doit être finalisée. Alors, les patients qui ont consulté via Prédis en téléconsultation n'étaient pas inquiets quant à l'utilisation de leurs informations médicales et personnelles. C'était donc soit déjà à leur demande ou à ma demande les consultations. On leur précisait bien, d'ailleurs c'était demandé dans Prédis, que la consultation était liée au secret professionnel comme une consultation classique et qu'on leur demandait leur accord pour pouvoir faire cette téléconsultation. Les patients sont à la demande sont demandeurs de la création ou en tout cas l'utilisation de leur dossier médical partagé. Les patients qui évoquent le dossier médical partagé sont des patients qui sont intéressés par l'outil, donc qui généralement n'ont pas peur ou en tout cas n'évoquent pas un risque ou une problématique liée à la transmission ou à la conservation de leurs données. Ils sont plutôt enclins à utiliser l'outil par la suite. Pour aller plus loin, nous avons rencontré M. Olivier Dobtin, représentant des usagers dans un établissement de santé et membre du bureau de France Asso Santé, HDF. Il nous présente l'association et nous rappelle le rôle et les principales missions d'un représentant des usagers. Alors, France Asso Santé, c'est une association nationale qui a été créée par la loi de 2016. Voilà. Et donc, historiquement, ça s'appelait le CIS, Collectif Interassociatif du monde de la santé. Mais là, France Asso Santé regroupe globalement l'ensemble des associations ou des fédérations de patients, d'associations, de consommateurs, de tous les gens qui s'intéressent au monde de la santé et du médico-social, de près ou de loin, surtout de près, majoritairement des associations de patients. Donc on y trouve aussi bien la Ligue de cancer que France 1, que les associations qui représentent les diabétiques, les cardiaques, donc voilà, donc toutes les associations de patients. Au national, il doit y avoir 83 ou 86 associations, et au niveau régional ici, puisque nous sommes l'antenne régionale, il y en a 72, puisque quelque part, nous avons 72 associations qui font partie de France Asso Santé Hauts-de-France. Représentant d'usagers, c'est une personne qui est bénévole d'abord et qui s'intéresse de près au monde de la santé. Et donc, les représentants d'usagers ont été nommés parce qu'ils appartiennent
une des associations dont je vous parlais avant, qui sont toutes agréées dans le système de santé. Si vous faites partie de cette association, vous pouvez postuler pour être représentant d'usagers dans un établissement de santé, public ou privé d'ailleurs. Il n'y a pas de, puisqu'on est présent dans tous les établissements aujourd'hui. Et donc, effectivement, on dépose une candidature auprès de notre association qui la transmet à l'Agence régionale de santé, qui la valide ou pas. Et donc, après, nous sommes nommés dans un établissement. Ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les directeurs d'établissement ni les directions qui choisissent leurs représentants. On est indépendant de l'établissement et on est là pour représenter les patients et les gens qui sont traités et soignés dans l'établissement. Alors on a un rôle qui est au sein d'une commission des usagers, on a un rôle qui est de regarder ce qui va bien, donc les éloges, les félicitations, de ça, mais aussi tous les dossiers de plainte et de réclamation, ce qui malheureusement peut arriver, ce qui ne va pas bien ou ce qui pose problème. On ne s'intéresse pas à la responsabilité des gens, on s'intéresse à la validation, au système. Notre regard, c'est de faire évoluer positivement pour les usagers le système. Et donc, on fait partie, dans l'instance de la commission des usagers, complètement intégrée dans l'établissement. Nous avons également demandé à M. Dobtin quels étaient les points de vigilance sur lesquels l'association de représentants des usagers avait insisté dans la mise en œuvre du projet Prédis. L'identité vigilance, alors ça c'est aussi un point très important, c'est de s'assurer que pour être bien soigné, je dois être bien identifié. Ça veut dire que mes données à moi, on est sûr que ça soit moi, que ça ne soit pas un homonyme, que ça ne soit pas quelqu'un d'autre. C'était quelque chose de tout bête, mais l'identité-vigilance, donc votre identité, la vôtre comme la mienne, doit être sécurisée, doit être sûre. Donc il y a tout un tas j'allais dire de poteaux, mais tout un tas d'alertes. C'est vous qui ouvrez votre dossier, c'est pas un professionnel de santé qui l'ouvre pour vous. C'est vous pouvez avoir un accès à votre dossier Prédis quand vous voulez, de chez vous, savoir qui échange, qui est dedans. Vous aurez aussi la possibilité de retirer quelqu'un, le consentement. Mon Dieu, les choses les plus basiques sont quelquefois ce qu'on oublie le plus, c'est surtout le consentement. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est nous qui ouvrons le consentement du patient, le consentement de la personne à ouvrir et à consulter son dossier. Ça, il y a eu des discussions longues et difficiles parce que les médecins, évidemment, considèrent qu'ils ont accès à des choses et qu'ils doivent avoir accès à tout, ce qui n'est pas incompréhensible, mais on ne fait rien sans le consentement du patient. C'est le cas dans les soins, c'est le cas quand on est à l'hôpital, c'est le cas quand on ouvre un DMP, et bien ce sera le cas aussi dans Prédis. Il n'est pas question de faire quoi que ce soit sans le consentement de la personne et du dossier. Le consentement du... Il y a eu ce débat sur tout le médico-social, je pense que les gens qui sont dans les établissements médico-sociaux vont pouvoir avoir des dossiers Prédis, et je pense que c'est intéressant aussi. Et puis il y a eu un débat aussi sur les gens qui sont à domicile. Donc on sait que dans les structures de gens qui viennent à domicile, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de changements. Donc tous ces débats-là, ils ont pris du temps pour se faire entendre, ils ont pris du temps pour se faire comprendre, pour se faire entendre, je veux dire. Et puis les choses, c'est pour ça aussi que ça prend du temps à construire. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi et on ne veut pas que ça soit n'importe quoi. J'espère que les gens du domicile vont aussi s'en saisir parce que dans une personne, même si elle n'est pas âgée, elle a des gens qui peuvent venir, des aides. Je vois, il y a beaucoup de mutuelles qui proposent à des gens qui sont en arrêt ou qui sont temporairement en arrêt d'avoir une aide à domicile sans pour autant qu'ils soient grabataires ou qu'ils soient... Et donc, ces gens-là, quelque part, est-ce qu'il faut qu'ils aient accès? Ça, c'est la personne qui décide. C'est l'usager qui va décider s'il va lui donner accès ou pas. Mais au moins, qu'il puisse quand même la possibilité d'y avoir accès pour compléter et pour avoir une vision. Je trouve que la santé en France, elle est encore une fois en tuyau, elle est fragmentée. Or, ma vie, elle n'est pas fragmentée. Elle fait partie d'un tout. De la PMI de ma naissance jusqu'à la gériatrie, ma santé, elle n'est pas que sanitaire, elle fait partie d'un tout. Et il n'y a pas de raison que les gens qui me soignent, si mon dentiste ne fait pas partie de Prédis, c'est dommage parce que j'ai des problèmes cardiaques. Et donc, on sait que le dentaire aujourd'hui, la médecine sait que le cœur a un lieu avec le dentaire. Donc, il faut que mon dentiste soit. Si j'ai un problème de diabète, mon pied il peut être embêté, mon pédicure, il doit être dans Prédis. Parce que mon dentiste, il doit l'être, mais mon pédicure, il doit l'être aussi. Donc voilà, c'est ça. Tous ces gens-là communiquent et ont la possibilité de dialoguer entre eux sur mes problèmes de santé et puis mon bien-être aussi. Parce que si je vais bien, voilà. La crise sanitaire a mis en évidence l'intérêt et l'utilité de la télémédecine. Découvrons quels sont les avantages et les inconvénients de Prédis selon nos intervenants. Madame Riquillard,
Pour les structures sanitaires et médico-sociales, quels sont les enjeux et impacts dans le cadre des parcours de santé ? Le dénominateur commun à tous les acteurs de la santé, c'est la notion de parcours. Donc en fait, ce qui se joue, c'est une meilleure articulation, coordination. C'est effectivement, si vous reprenez les gros enjeux du PRS, c'est éviter les ruptures de prise en charge. C'est aussi travailler à résoudre les problèmes d'inéquité territoriale en termes d'accès aux soins. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, les acteurs médico-sociaux sont des acteurs à part entière dans les parcours de santé des personnes. Donc, on raisonne parcours, on ne raisonne pas que soins, et donc du coup se pose la question de l'accès facilité à des données de santé et à leur partage également. Donc cela se fait dans des cadres réglementés qui vont traiter des questions de données de santé, mais ça se fait aussi dans le cadre d'une stratégie de déploiement de services socles nationaux tels que le DMP, tels que la messagerie sécurisée de santé. Ça se fait aussi d'un point de vue régional au travers du futur usage des services e-santé, et notamment le dossier de coordination régionale. Et donc, du coup, se pose la question de comment permettre et faciliter l'accès à ces différents services par les différents professionnels du secteur social et médico-social. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, ça suppose que les différents organismes gestionnaires atteignent un certain nombre de prérequis, à la fois en termes d'équipement, d'infrastructures, mais également organisationnels, qui vont permettre, du coup, l'usage par les différents professionnels. Donc, du coup, les principaux enjeux aujourd'hui, c'est de travailler à la montée en maturité, à la numérisation des différents établissements médico-sociaux. Alors, qu'est-ce que nous apprend l'autodiagnostic qui a pu être réalisé en région et exploité? C'est que, au final, on a un secteur d'activité en région qui est, somme toute, peu doté en ressources pour piloter une stratégie système d'information et assurer sa mise en œuvre. Et du coup, forcément, on va avoir une vraie question qui est de comment pouvoir structurer des ressources SI. Alors, bien entendu, en fonction de la taille des organismes gestionnaires, ces ressources, elles ne vont pas être individualisées, donc il va falloir travailler aux coopérations, à la mutualisation. Et puis, il y a aussi une question qui va finalement être un point de départ dans les organismes gestionnaires, ça va être quel est l'état de la numérisation des différentes fonctions dans l'accompagnement des personnes. Donc, fonction d'accueil, fonction de gestion administrative des données, fonction d'accompagnement, fonction soins, etc. Alors, il faudrait se reporter à la cartographie ANAP des différentes fonctions numérisées dans le cadre des parcours d'accompagnement et de prise en charge. Et donc, du coup, il va falloir travailler à la renforcer et à améliorer cette numérisation au travers du déploiement des dossiers usagers informatisés. Voilà. Alors, chez un certain nombre d'organismes gestionnaires, il n'y a pas de dossier usager informatisé déployé. Donc là, se pose vraiment la question de les accompagner au déploiement. Pour les autres, qui en ont déjà, se pose la question de dossiers usagers informatisés qui sont interconnectés avec l'extérieur. Je reviens à la notion de parcours, et aujourd'hui, l'enjeu est de pouvoir partager, échanger des données, mais avec les différents acteurs qui interviennent dans les parcours et qui ne sont pas forcément dans les murs de l'organisme, de l'établissement ou du service. Donc se pose cette question de que l'on appelle interopérabilité, donc avec la messagerie sécurisée de santé, avec le dossier médical partagé, avec bientôt le dossier de coordination régionale. Voilà, donc
On est sur ces enjeux-là avec un contexte aujourd'hui national qui est porteur. Vous avez sans doute entendu parler du programme ESMS numérique, avec une première phase d'amorçage de 30 millions d'euros et les premiers appels à projets qui sont publiés pour accompagner le déploiement ou les montées de version des dossiers usagers informatisés. Bientôt la phase de généralisation avec le volet numérique du Ségur de la santé et des dotations nationales de 600 millions d'euros pour accompagner la numérisation du secteur. Voilà, donc on a ces gros enjeux-là à court moyen terme à gérer, et puis avec aussi pour les acteurs du secteur des obligations qui sont nouvelles. Si je vous parle d'identifiant national de santé, la mise en œuvre de l'identifiant national de santé, c'est une obligation qui doit permettre de vérifier une identité unique pour chaque personne. Donc on touche bien à la sécurité de la donnée de santé, de vérifier qu'il s'agit bien d'une personne dont on a vérifié l'identité, ce qui permet de sécuriser le partage et l'échange de données. Donc ça, un vrai impact à la fois en termes d'équipement à partir du dossier usager informatisé, mais aussi un impact organisationnel, donc avec des nouvelles pratiques à mettre en œuvre dans les organisations. Et puis également, autre élément important, c'est toute la sécurité qui est liée à l'enregistrement des professionnels de santé dans le cadre d'une base de données nationale avec le futur des services Pro Santé Connect. Et donc du coup, là aussi, il va y avoir des vrais impacts organisationnels. Sans quoi un professionnel de santé non enregistré ne pourra pas avoir accès à ces différents services. Voilà, donc vous pouvez imaginer qu'il va falloir relier ces processus-là d'enregistrement qui passeront pour les professionnels à ordre par leur ordre ou via l'Agence régionale de santé pour les autres. Il va falloir relier ça à des processus RH d'entrée et de sortie de professionnels dans le cadre des organisations médico-sociales. Pour le collectif SI médico-social, quelles sont les contraintes ou leviers à encore actionner ? Énormément de points de vigilance ou en tous les cas de leviers à actionner encore à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est encore à une phase où on pose les fondations. Si on reprend le schéma de la maison entre guillemets de Dominique Pont, on en est encore à poser les fondations de la maison. Et derrière, effectivement, alors les points de vigilance, ils sont, comme vous pouvez l'évoquer, de l'ordre organisationnel, de l'ordre financier, de l'ordre des compétences nouvelles, donc en fait de l'accompagnement au changement, de l'ordre éthique, de l'ordre des pratiques, de l'ordre de la sécurité. Donc on touche en fait à une transformation qui est totalement multidimensionnelle. Docteur Lefebvre, auriez-vous des points à relever, qu'ils soient positifs ou négatifs, quant à l'utilisation de Prédis ? Au niveau des avantages, c'est un outil quand même qui est très facile à manipuler. Il y a une prise en main qui est rapide pour réaliser une téléconsultation. Ça se fait très facilement. Ça nous a permis, et ça peut permettre de désengorger énormément nos plannings de consultation présentielles. Alors pour des motifs qui ne nécessiteraient pas, à notre avis propre de professionnel, une consultation au cabinet, ou pour des motifs, j'ai envie de dire plutôt administratifs, ça peut nous faciliter les choses. Le système de facturation était assez simple dans tout ce qui concernait le Covid, vu que ça engageait une facturation en tiers payant qui était ensuite réglée par la sécurité sociale. Donc c'était assez simple pour nous. Les inconvénients que je trouve à l'utilisation de Prédis sont vraiment propres à ma façon de travailler et à la façon de m'approprier l'outil informatique. C'est que je trouve quand même plus difficile, plus compliqué pour moi de réaliser une consultation via un système vidéo, de ne pas voir la personne en face de moi. Le contact humain n'est plus là à ce moment-là. Par ailleurs, c'est plus compliqué d'apprécier une situation clinique sur certains motifs de consultation via un espace informatique.
Et malgré tout, même si l'outil informatique est très facile à accepter et à utiliser, je trouvais qu'il y avait une prise de temps qui était plus importante en réalisant une consultation par Prédis qu'en présentiel. On est aussi malgré tout tributaire avec un système informatique de la connexion Internet des usagers, que ce soit de nous et des patients. Docteur Ouzé de l'Aulnoy, quels pourraient être selon vous les avantages et inconvénients de l'outil au sein de votre spécialité ? On peut partager des informations médicales précises. En fait, ce qui nous manque, nous, c'est quand même tout le suivi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre, et c'est souvent en fait pour les patientes les plus vulnérables, que ce dossier patient peut avoir toute son intelligence, puisque ces patientes qui sont vulnérables ont souvent un suivi social, psychologique ou psychiatrique. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir des informations pour pouvoir prendre en charge ces patientes le mieux possible pendant la grossesse, mais aussi à l'arrivée de l'enfant. Donc ça, c'est une information de données médicales partagées qui sont fiables, puisque après, il y a également des... Quand on inscrit quelque chose dans le dossier patient, comme il est informatisé, on sait qui est la personne qui va pouvoir écrire et quel est l'accès autorisé. Tout le monde ne pourra pas accéder aux informations et pouvoir les modifier comme il en a envie. Donc, des informations médicales fiables, qu'on espère exhaustives dans différents secteurs, donc médico-social et médical. Quoi d'autre ? Eh bien, il n'y aura pas de perte de dossier puisque ça sera un dossier informatisé, plus de papier, un archivage également optimal. Une chose qui est très importante également, c'est que, alors, dont on a plus l'habitude, nous, c'est dans le cadre des transferts in utero, c'est-à-dire qu'une patiente qui est suivie dans une maternité A peut très bien être transférée en cours de sa grossesse pour une pathologie dans une maternité B. Et donc, dans le cadre de l'acceptation du transfert ou du refus ou de la surveillance, eh bien, si nous avons un seul dossier patient, eh bien, les choses seraient plus simples que de devoir faire des photocopies qu'on risque de perdre, l'échographie qu'on a oublié d'ajouter, le dernier bilan qu'on n'a pas reçu et qu'on doit refaire. Donc, tout ça me semble quand même optimal d'avoir un dossier patient. Alors, il faut par contre qu'il soit bien rempli de façon la plus exhaustive faite, enfin exhaustive, c'est-à-dire complète et fiable. En fait, là, nous, on a fait un travail de mise en commun des attentes avec le pilote qui a essayé de regrouper, de synthétiser et de vraiment, ils ont fait attention à ce que toutes les attentes soient retranscrites. Donc ensuite, après, ils vont devoir envoyer tout le document d'attente, qui va faire un certain nombre de pages, à l'éditeur choisi qui est MainCare. Et nous, on l'a vu avec notre dossier patient informatisé au sein de notre maternité, que c'est pas forcément évident et facile de pouvoir mettre dans un dossier informatique toutes les attentes des différents intervenants. C'est-à-dire qu'on pense qu'au niveau informatique, tout est facile à mettre en place, mais on voit que les éditeurs ont parfois vraiment des difficultés à pouvoir synthétiser et mettre en place en fait toutes nos attentes, puisqu'il y a plusieurs sous-parties. Il faut également que ça soit ergonomique au niveau de la prise en charge du dossier patient, parce que si c'est pas ergonomique, personne ne voudra entrer dans ce dossier patient et le remplir correctement. Et puis également, faire un diagramme des données biologiques, c'est pas simple. On l'a vu chez nous, et pourquoi ça ne le serait pas avec MainCare. Donc, il y a eu tout ce travail de nous d'attente, de compte-rendu, de choses que l'on souhaite. Mais est-ce que l'éditeur va pouvoir mettre en place tout ce que nous, on souhaite ? On attend impatiemment le retour de cet éditeur pour savoir et pour nous présenter l'outil, puisque là, actuellement, l'outil n'a pas encore été présenté aux différentes maternités.
je pense que c'est normal, hein, puisque les différents ateliers, le dernier c'était fin octobre. Donc vous voyez là, ça fait 2 mois, et je pense que ça, c'est pas étonnant qu'ils mettent autant de temps à répondre. Mais effectivement, Prédis là ce projet doit aboutir, et donc on attend d'avoir l'outil à visualiser. L'outil à visualiser, donc c'est-à-dire que l'éditeur va nous le présenter, mais il y a aussi également tout un travail de test, c'est-à-dire qu'il faudra quand même que les utilisateurs puissent voir si de manière ergonomique c'est satisfaisant, et si effectivement, quand on manipule cette application, enfin ce dossier patient, ce soit aisé et facile d'utilisation, sans perte d'informations, sans données incohérentes, voilà. Monsieur Dobtin, du point de vue des usagers, quels sont les différents avantages du projet Prédis ? Il y a surtout de la coordination. Le Prédis, les dossiers, d'abord c'est l'usager qui l'ouvre, personne d'autre, mais en même temps c'est un outil de coordination entre les professionnels. Vous avez madame un médecin traitant, j'ai un médecin traitant, vous avez peut-être une infirmière, j'ai une infirmière, j'ai un kiné, j'ai un dentiste. Tous ces gens-là vont pouvoir avoir accès à ce que j'accepte moi qu'ils aient accès, mais surtout de pouvoir échanger entre eux. C'est ça qui est important. C'est l'outil de coordination. C'est-à-dire que c'est non seulement des documents qui m'intéressent et qui les intéressent sur moi, je parle bien de moi, mais en même temps, ils vont pouvoir échanger. Et on va pouvoir échanger. C'est toute la valeur ajoutée, à mon avis, de cette plateforme. C'est quelque part, et pour construire ça, et pour que les gens aient confiance, on est en train de travailler, ça prend beaucoup de temps, sur la sécurité. Il faut que les données dans cet outil soient extrêmement sécurisées. Alors on travaille avec des outils qui sont légaux, qui sont normés, mais qui effectivement prennent un peu de temps, parce que quelque part, on veut que ça soit aussi sécurisé que la carte bancaire ou que des choses comme ça. On a des outils que les gens connaissent qui permettent de prendre des rendez-vous. Dans Prédis, il y a un outil de prise de rendez-vous. La seule différence, c'est que là, enfin pour moi, c'est que quand on téléphone au médecin, même en téléconsultation, la ligne téléphonique du médecin, je ne suis pas sûr qu'elle soit sécurisée en termes de données. Prédis, tout est sécurisé. Quand vous avez une conversation, une prise de rendez-vous, et puis derrière, ce n'est pas un outil pour aller vendre quoi que ce soit ou pour aller revendre des données. Ça me paraît aussi très important de le dire. L'objectif, c'est vraiment un outil de coordination, que les gens, que les professionnels, moi j'ai plusieurs pathologies, parce que je suis patient, j'en ai marre d'aller chez un professionnel de santé et de devoir lui dire mon historique, ce que j'ai eu, pourquoi je suis allergique à ça, pourquoi ça. Alors qu'en fin de compte, je leur raconte à l'un, ils trouveront ces éléments qui me concernent dans les dossiers Prédis. Alors qu'ils ne l'auront peut-être pas dans le dossier DMP, puisque quelque part, le DMP, vous avez la sécurité sociale. Mes médicaments que je prends, ils sont dans le DMP, puisque tous les remboursements de sécu. Par contre, dans mon dossier Prédis, moi, je peux rajouter ce que je prends en pharmacie, en plus, qui n'est pas remboursé. Vous savez que c'est quand même intéressant que le médecin il sache que moi, je prends peut-être des compléments, des choses qui seront peut-être, je pensais bons, mais peut-être pas très bons par rapport à d'autres médicaments. L'intérêt pour les gens, c'est effectivement d'avoir quelque chose un tiroir, un bout de placard quelque part, c'est comme ça qui permettent d'avoir les données, de savoir que là, le médecin peut aller chercher et les professionnels peuvent aller chercher ce qui m'intéresse et ce qui me concerne. La téléconsultation est à mon avis un très bon outil, est un outil qui était aussi quelque chose, mais ça ne peut venir qu'en complément. Pour moi, c'est pas une finalité. D'ailleurs, on s'est rendu compte dans les premières études qu'on a là, qui ont été faites dans par France Asso Santé, mais par d'autres aussi, que très surprenant, on pensait que la téléconsultation, ce serait très utile là où il y a peu de médecins, où il y en a très peu. Et on s'aperçoit qu'elle est très utilisée dans les villes, là où les gens ont déjà une habitude de l'informatique. Mais c'est un outil qui est très intéressant parce que ça permet quand même d'avoir une consultation, d'échanger. C'est un complément à ce qui existe aujourd'hui entre la visite et la consultation physique. C'est un complément mais certaines ne devraient se faire qu'en présence de la personne, du patient, et puis de quelqu'un à côté dans un établissement, ou même à domicile. Une téléconsultation avec une infirmière qui soit à domicile et qui, pendant ce temps-là, pendant qu'elle est là, il y a une téléconsultation. Voilà, moi je pense que c'est un outil très très bien, très utile. Autre chose aussi qui est très intéressant, je reviens à Prédis, parce qu'il y a la téléexpertise. Ça va permettre à un professionnel de santé qui me suit et qui est spécialiste,
à un moment peut-être d'échanger avec un autre spécialiste parce qu'il a besoin d'avoir un autre regard et d'avoir justement une telle expertise, de pouvoir me consulter ou de consulter entre eux pour avoir un regard plus complet ou plus innovant, parce qu'il y a aussi des pratiques innovantes, hein. Je pense que sur effectivement les méthodes, les médicaments, les posologies, enfin bref, voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant aussi. La téléexpertise, c'est-à-dire entre professionnels compétents et efficaces de pouvoir échanger sur le bien-être qu'ils peuvent m'apporter dans ce que je prends comme médicament, comme traitement. Quelles sont les principales craintes sur l'outil et son déploiement? La grosse crainte aujourd'hui, c'est qu'avec la crise là, depuis un an, les travaux de Prédis ont été en suspens, on peut le dire. Ils ont voulu, les gens de Prédis ont souhaité, et j'aurais bien aimé qu'ils puissent faire de la téléconsultation, qu'ils puissent faire la plateforme d'appel pour les vaccins. Ça ne leur a pas été donné possibilité au niveau national. Je dirais que mes craintes aujourd'hui, elles ne sont pas sur l'outil, elles ne sont pas sur la valeur ajoutée de l'outil, elles sont peut-être sur une réalisation, j'étais certainement trop optimiste, mais sur une réalisation assez rapide de cet outil. Prédis est à l'image de ce que l'on attend d'un modèle type d'espace numérique de santé. D'autres outils de ce type ont été développés dans d'autres régions, telles que l'Aquitaine et le Haut-Rhin par exemple, mais ne sont pas encadrés par l'ARS. Prédis répond parfaitement au chantier numérique visé par le plan Ma Santé 2022, car il a été conçu par des groupes pluridisciplinaires d'acteurs de santé de terrain. L'outil Prédis rassemble différentes fonctionnalités qui nous permettent de tenir ses propos. En effet, il propose un outil de centralisation, de coordination et de partage de données auprès de tous les acteurs du système de santé. Il contribue ainsi à l'optimisation du parcours patient. Cependant, et comme nous avons pu le démontrer, l'outil est en cours de développement et nécessite un accompagnement technique auprès des usagers, sous forme d'une plateforme téléphonique ou d'un chat par exemple, et il nécessite d'être déployé au niveau national.